Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la forme? Oui. L'actualité internationale nous emmène où? Eh bien, on va revenir sur l'autre actualité du moment qui bouscule beaucoup les médias occidentaux, notamment la demande, la requête formulée par Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale, d'émettre des mandats d'arrêt internationaux contre 2 dirigeants israéliens et 3 dirigeants du Hamas. Alors, les 2 dirigeants israéliens sont Benjamin Netanyahu, le premier ministre en exercice, et Yoav Gallant, qui est son ministre de la Défense. Alors, il faut comprendre que il y a 3 autres dirigeants du Hamas. Du côté du Hamas, c'est Ismaël Haniyeh, qui est qui est le chef de la branche politique du Hamas, et évidemment 2 autres leaders de la branche militaire qui sont basés à Gaza. Alors, pour ce qui concerne Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant, ce que Karim Khan leur reproche, il leur reproche notamment le fait d'affamer délibérément des civils, de causer des homicides intentionnels ou encore d'être responsable d'extermination ou de meurtre. Et donc, justement, ces accusations qui sont d'une extrême gravité ont évidemment ému aussi bien l'État hébreu que les Occidentaux. Alors, la question que tout le monde se pose d'abord est de savoir est-ce que la CPI a d'abord la compétence pour pouvoir émettre des mandats d'arrêt contre Israël. Bon, il faut d'abord savoir que la CPI est née du statut de Rome qui a été ratifié en 2002. Elle a commencé à exercer en 2003. Elle a pour mission notamment de juger des crimes les plus graves, c'est-à-dire les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes de génocide, ainsi que les crimes d'agression contre des États souverains. Mais à la seule et unique condition que les crimes en question doivent être commis soit par un ressortissant d'un État partie ou sur le territoire d'un État partie, à moins qu'il y ait une résolution du Conseil de sécurité qui saisisse la Cour. Et d'ailleurs, même les missions de la CPI sont clairement inscrites dans son préambule, à savoir les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, qui ne sauraient rester impunis. Donc, le statut de Rome est ratifié à ce jour par 124 États membres, mais Israël n'est pas membre de cette juridiction, même si le gouvernement israélien avait signé le statut de Rome, mais ne l'avait jamais ratifié. Mais cela ne constitue pas un obstacle aux yeux du droit international, puisque le territoire palestinien, lui, est devenu État partie en 2015 du statut de Rome. Et donc, à partir de là, il faut savoir aussi qu'une résolution du Conseil de sécurité en 2021 avait conclu que la Cour, quel que soit son statut au regard du droit international concernant justement le territoire de la Palestine, que l'adhésion de la Palestine au statut de Rome a suivi une procédure correcte et ordinaire. Ça veut dire que la Palestine, même si elle a un statut qui est encore un peu assez hybride d'un point de vue du droit international, d'un point de vue d'État, mais le fait qu'elle est dans son parcours d'adhésion au statut de Rome, suivi les règles et respecté les procédures, de ce point de vue-là, d'un point de vue juridique, la Palestine est donc membre de la CPI. Et donc, par conséquent, puisque les crimes ont été commis sur le territoire de la Palestine, la bande de Gaza étant reconnue par la communauté internationale comme faisant partie intégrante du territoire palestinien, donc la CPI a estimé qu'on pouvait donc émettre ces mandats d'arrêt. Alors, est-ce que c'est le procureur qui va... Est-ce que ça veut dire que les mandats d'arrêt qui ont été émis, qui ont été demandés par Karim Khan vont forcément aboutir? Pas forcément, même si à 99% des cas, les mandats aboutissent. Parce qu'il faut bien comprendre que dans la procédure, ce n'est pas le procureur qui émet les mandats. Le procureur adresse une requête à une juridiction qu'on appelle la chambre préliminaire de la CPI. C'est cette chambre préliminaire de la CPI qui va examiner les éléments qui poussent le procureur justement à formuler cette demande de mandat d'arrêt internationaux. Et donc, les juges de la chambre préliminaire vont donc se pencher sur chacun des chefs d'accusation et les analyser sur la base des preuves qu'on va mettre à leur disposition. Et pour cela, pour que les juges puissent accepter ou valider la demande d'émission de mandat d'arrêt, n'ont pas besoin que toutes les preuves qui soient formulées soient validées. Il suffit seulement qu'une seule des preuves mise à leur disposition par le procureur soit à leurs yeux comme étant un fait constitutif de poursuite pénale,
le mandat pourra donc être émis. Mais il faut savoir aussi que l'autre facteur, c'est que c'est le temps. C'est pas immédiat. Il faut savoir qu'en moyenne, il faut 1 mois aux juges de la chambre préliminaire de la CPI pour se prononcer. Mais étant donné les circonstances, c'est-à-dire les personnalités qui sont mises en jeu ici et le contexte politique actuel, les personnalités, c'est quand même un chef de gouvernement en exercice et un ministre de la Défense. De l'autre côté, on a une organisation certes considérée comme étant terroriste par certains pays, mais reste aussi très fortement légitimée dans ces territoires occupés-là. Donc, étant donné aussi la poursuite des opérations militaires, notamment à Rafah, ce qui fait que le contexte actuel pourrait faire que les juges prendraient peut-être un peu plus d'1 mois pour pouvoir se prononcer. Donc tout ça aussi donc, tient compte de la sensibilité de cette affaire. Et donc, comme je l'ai dit, c'est, même si à 99% des cas, les juges suivent la demande du procureur, on a aussi vu des cas où cela ne s'est pas fait, notamment en 2012. Il ne faut pas oublier que, notamment, la CPI de l'époque avait émis une demande, avait émis une requête d'émission de mandat d'arrêt international contre une personnalité rwandaise qui s'appelait Sylvestre Mudakumura. Et donc, cette requête, dans une première tentative, avait été rejetée parce que à l'époque, la chambre préliminaire avait estimé que les preuves qui avaient été présentées et qui concernaient notamment le fait que Sylvestre Mudakumura ait été accusé d'avoir commis des crimes de guerre, notamment à l'est de la République du Congo, ils vont estimer qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes, de preuves qui étayaient ces faits-là. Et puis, il va falloir attendre une deuxième tentative en 2013 pour que la chambre préliminaire suive et donc on émette un mandat d'arrêt contre Sylvestre Mudakumura. Et donc, pour ce qui concerne le conflit donc israélo-palestinien en cours, il faut donc savoir que si quand même le procureur saisit la chambre préliminaire, c'est qu'il a suffisamment d'éléments. Il ne faut pas oublier qu'il peut se baser non seulement sur ces éléments, les propres investigations que lui-même il fait, mais il faut aussi savoir qu'il y a énormément d'associations et d'organisations internationales qui se penchent et qui se penchaient depuis longtemps sur le fait que des crimes ou des violations du droit international étaient commises notamment dans les territoires occupés. Et donc, à ce titre-là, le procureur aussi pourrait très bien se saisir des éléments fournis par ces associations et organisations internationales pour étayer, évidemment, sa demande d'émission de mandats d'arrêt internationaux. Et donc, il faut bien comprendre ça. Mais derrière aussi, il faut aussi comprendre que maintenant, d'un point de vue politique, pourquoi est-ce que Karim Khan se saisit de cela maintenant, étant donné que c'est un très très vieux conflit. Je l'ai rappelé ici, la Cour pénale internationale a commencé à exercer à partir de 2003. Or, pourquoi maintenant ? Il faut aussi savoir que l'année dernière, la Cour pénale internationale avait fêté ses 20 ans. Et lorsque l'on regardait, évidemment, globalement, quelles actions cette Cour pénale internationale avait menées, on avait constaté que les 2/3 des personnes qui étaient poursuivies par cette CPI-là étaient des pays africains. Les quelques rares occidentaux qui ont été, occidentaux européens, c'était les anciens leaders nationalistes serbes, Slobodan Karadzic, Ratko Mladic et tout le reste là. Et donc, ce sont ces rares personnalités européennes qui avaient été poursuivies. Pour le reste, ni une personnalité, ni les Américains, notamment pour les actions qu'ils ont menées en Irak, ni quel que soit le pays, ni les Russes, par exemple, en dehors de Vladimir Poutine, qui n'est pas poursuivi pour des actes commis par l'armée russe en Ukraine, qui a été poursuivi parce qu'on considérait qu'il avait délibérément déplacé des populations contre leur gré d'Ukraine vers la Russie. Donc, c'est ce qui est constitutif d'un crime de guerre. Et donc, mais pas pour les actions commises par l'armée russe en Ukraine. Donc, étant donné que certaines personnalités n'étaient pas poursuivies, on constate qu'il y avait des critiques qui avaient été formulées contre la CPI d'un double standard en disant qu'il y avait certains pays qui n'avaient aucune chance, ou ressortissants de certains pays qui n'avaient aucune chance d'être poursuivis par cette cour-là, tandis que d'autres étaient quasiment assurés, évidemment, d'être poursuivis par la CPI. Il faut rappeler
qu'en réalité, la CPI ne se substitue pas aux États. En fait, la CPI vient en soutien aux États dans la mesure où ceux-ci ont fait la démonstration de leur incapacité à pouvoir poursuivre des crimes particulièrement graves. Mais on a aussi vu le cas où... c'est la CPI qui décide qu'ils sont incapables. Non, c'est-à-dire que si eux, ils estiment que le pays est incapable, c'est-à-dire ils estiment ça à quel moment? Sur la saisine, par exemple, d'une organisation, d'une association qui s'est constituée partie civile par rapport à des crimes graves qui ont été commis. Et donc là, la CPI peut décider de se substituer à la justice du pays en question. Mais il peut aussi arriver le cas où, dans un premier temps, la CPI se dit que, bon, moi, je vais juger, je vais m'auto-saisir des crimes qui ont été commis dans un pays, et puis au dernier moment, et puis quelques instants après ou quelques années après, lorsque le pays en question apporte plutôt la démonstration de sa volonté de vouloir punir les crimes en question, eh bien, la CPI se retire. C'était par exemple le cas pour la Guinée. Il ne faut pas oublier que le 28 septembre 2009, il y avait eu au moins 150 personnes qui avaient été exécutées pendant un meeting dans un stade de Conakry. À l'époque, c'était sous l'ère de la junte du capitaine Moussa Dadis Camara. Et donc, en plus de ces 157 personnes qui avaient été tuées, une centaine de femmes avaient été violées sur place et dans les camps militaires. Et donc, à la suite de ces crimes particulièrement graves, la CPI avait ouvert une enquête préliminaire avant de clore le dossier quelques années plus tard, parce que les autorités guinéennes avaient justement démontré leur réelle volonté de poursuivre les auteurs et d'apporter la justice aux victimes. Et c'est ce qui se passe actuellement, puisque le procès, on le sait, il a pris, et même actuellement, au moment où nous parlons, ce sont les plaidoiries des avocats de la défense qui sont actuellement en train de parler au juge. Donc, la Guinée a fait la démonstration qu'elle avait la volonté de poursuivre les auteurs de ce crime-là. Elle a mis en place un tribunal, elle a mis des mandats d'arrêt, elle a arrêté les personnes qui étaient estimées, qu'on considérait qu'elles étaient responsables de ces événements du 28 septembre 2009. Et au moment où nous parlons, y compris le capitaine Moussa Dadis Camara, tous sont à la barre actuellement en Guinée. Donc, à la suite à la suite de ces ensembles d'engagements pris par le gouvernement guinéen, la CPI avait donc décidé de se dessaisir. Mais n'empêche que, globalement, il reste que ce sont toujours les États africains qui constituent l'essentiel, évidemment, du contingent des personnalités qui sont poursuivies par la CPI. Et donc là, Karim Khan semble vouloir tordre le cou à cette idée reçue, à savoir que la CPI, en fait, c'est pour les pays faibles, c'est pour les pays pauvres, les pays forts, on ne peut pas les poursuivre. Et donc, reste maintenant à savoir déjà la suite. Est-ce que la Chambre préliminaire va lui octroyer la possibilité d'émettre des mandats d'arrêt internationaux? Ça, c'est fort probable, à mon avis, même si ça prendrait certainement un peu plus de temps, pas un mois, mais voire un peu plus. Mais pour moi, il est fort probable que les juges lui accordent le droit d'émettre ces mandats-là. Mais la deuxième chose, c'est est-ce que ces mandats d'arrêt, même s'ils sont émis, est-ce qu'ils pourront être appliqués? Ben non, parce que la CPI n'a pas sa propre police pour faire appliquer les mandats. Elle se repose sur les polices des États partis du statut de Rome pour veiller à l'application de ces mandats d'arrêt internationaux. Si pour peut-être les leaders du Hamas, ça pourrait être possible, mais ça encore pourrait, dans la mesure où c'est des gens qui ne voyagent pas parce qu'ils n'ont pas de passeport. C'est des personnalités, le Hamas étant affiché comme étant une organisation terroriste, eh bien, il y a très peu de pays dans lesquels ils pourraient se rendre, et donc, et même dans leur culture, et donc de ce fait-là, les leaders du Hamas, ils ne bougent pas beaucoup. Ils vont généralement dans des pays qui sont alliés à leur cause, le Liban, l'Iran, ou le Qatar. Donc ce sont vers ces pays-là principalement que les leaders du Hamas se déplacent. Ils ne vont pas aux États-Unis, ils ne vont pas dans les pays de l'Union européenne. Par contre, pour Benyamin Netanyahou, même si aussi il est clair que certains pays comme les États-Unis ou l'Allemagne ont clairement fait savoir qu'en cas d'émission de mandat d'arrêt international, ils ne l'appliqueraient pas, il est aussi peu probable que les alliés occidentaux d'Israël appliquent ces mandats d'arrêt internationaux-là. C'est vrai que la France n'a pas condamné, comme l'Allemagne et les États-Unis, et ont plutôt appelé au fait que les crimes de guerre ou les crimes de génocide, quels qu'ils soient, doivent être
punis et donc tous les auteurs, quels que soient les pays, doivent être traduits devant la justice internationale, ce qui a évidemment suscité la colère des autorités israéliennes. Et je pense même qu'il y a un haut responsable israélien qui doit se rendre à Paris aujourd'hui pour rencontrer les autorités françaises. Mais donc, il est clair aussi que pour Benjamin Netanyahou, il est peu probable que ce mandat d'arrêt soit appliqué. Et puis aussi, la jurisprudence nous a appris que les chefs d'État en exercice, il y a très peu de mandats qui sont appliqués contre eux. Omar el-Béchir, qui était le président du Soudan, tant qu'il était au pouvoir, ce mandat d'arrêt n'avait jamais été appliqué contre lui. Je rappelle aussi que Vladimir Poutine a actuellement un mandat d'arrêt international émis contre lui. Et jamais, au cours des déplacements qu'il a formulés, jusqu'à présent, que ce soit dans les pays d'Europe centrale ou dernièrement en Chine, il ne s'est jamais senti menacé. Ce qui aussi explique le fait qu'il est assez réticent d'aller vers des pays proches, par exemple, de l'Ukraine, la France, les États-Unis et autres. Il faut même se rappeler que lors du dernier sommet du G20 au Brésil, les Américains et les Européens avaient fait pression sur Brasilia pour faire appliquer ce mandat d'arrêt international et au finish, Vladimir Poutine avait dû renoncer à se déplacer à Brasilia et c'était son ministre des Affaires étrangères qui l'avait représenté. Donc, on voit bien que, étant donné que la CPI n'a pas la capacité matérielle de faire appliquer ses mandats, donc c'est au gré des influences, de l'aura des personnalités qui sont incriminées. Plus la personnalité a des relations et un aura très fort, moins il est probable que celui-ci soit arrêté ou soit inquiété par ces mandats d'arrêt-là. Donc, ce qui est clair, c'est qu'il faut bien comprendre ça comme plutôt, de mon point de vue, comme une volonté politique d'afficher par rapport à la CPI le fait qu'elle veut tordre le cou à des idées reçues concernant le fait qu'elle ne s'attaque aux pays faibles. Et là, elle veut aussi mettre une espèce de pression politique sur Israël, et notamment sur Benjamin Netanyahou, qui est renforcé par le fait que Netanyahou est très illégitime en Israël, il faut bien le comprendre, et peut-être l'amener à revoir sa stratégie, notamment dans la bande de Gaza, et peut-être mettre un terme à son offensive qui est en cours à Rafah. Mais globalement, il est clair qu'il n'y aura pas d'effet juridique sur Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, mais des effets politiques, oui, certes, il y en aura. Et maintenant, on va voir, une fois de plus, la capacité de Benjamin Netanyahou à faire face à cette pression supplémentaire. Ça, c'est une tournure des choses que moi, je ne comprends pas. Comment les gens peuvent dire qu'il est illégitime et impopulaire dans son pays alors qu'il défend son pays? Non, tout dépend de la manière dont il défend son pays. Par exemple, il y a une manière pour défendre son pays. Oui. La stratégie de Benjamin Netanyahou, c'est le tout militaire, sans aucune contrepartie derrière. Or, le conflit... Quelle contrepartie? La contrepartie, c'est qu'il faudra bien discuter avec les Palestiniens, quels qu'ils soient. D'accord? Maintenant, même si les Israéliens... Depuis qu'ils ont commencé à faire ça, ils ont discuté avec les Palestiniens. Non, ils n'ont pas discuté, non. Est-ce qu'il est le premier à ne pas discuter avec les Palestiniens? Non. Et malgré les discussions qu'ils ont eues avec les Palestiniens, qu'est-ce que ça a arrangé? Non, rien. Non. Ils ont continué à coloniser des terres. Voilà. Alors, donc il n'est responsable de rien. Il suit juste un principe qui est appliqué depuis des générations. Il est responsable dans la mesure où, la communauté internationale, le droit international, à travers toute une multitude de résolutions, ont reconnu que les territoires de la Cisjordanie font partie du territoire de l'État palestinien. Or, Israël n'a jamais reconnu, si tu veux, la légitimité du gouvernement ou de l'autorité palestinienne sur ces territoires-là. Elle a multiplié les colonisations. On est passé en 92 de 500 000 habitants à près de 2,5 millions aujourd'hui. Donc, il y a eu une colonisation forcée des territoires, notamment de la Cisjordanie. Ça, c'est la première chose. En dépit des résolutions qui demandaient à Israël de cesser cela. La deuxième chose, c'est qu'il a tué... Il est en quoi responsable? C'est justement l'un des instigateurs. C'est sous ces gouvernements successifs. Il n'est que le reflet de ce que pensent les Israéliens. Je trouve que c'est hypocrite de dire que tout le monde est d'accord avec ce qu'Israël fait, mais personne n'est d'accord avec Benjamin Netanyahou. Non, personne n'est d'accord avec ce qu'Israël fait. Toi, tu as regardé la presse étrangère. Non, Israël fait ce qu'il... Alors là, dire que tu es pour la Palestine, mais tu vas te prendre des tirs, tu vas te prendre des jets de... C'est parce que derrière, il n'y a que de l'émotion politicienne. Mais d'un point de vue du droit international, si on s'appuie sur le droit international, simplement, Israël Jean-Paul, le droit international ne fait rien. On a 35 000 morts. Mais tout le monde cautionne ce qu'Israël est en train de faire. Voilà. Et on veut faire croire que personne n'aime Benjamin Netanyahou alors qu'il ne fait que ce que les Israéliens pensent. C'est là où je veux en venir. Pourquoi on veut s'en prendre à lui alors que lui n'est que l'expression de la volonté générale? Il n'est pas l'expression de la volonté générale. Il est l'expression d'une partie du peuple israélien. Et il faut regarder les derniers sondages qui montrent que Israël... et donc une partie du peuple israélien est prête à laisser les Palestiniens reprendre leurs terres.
non, est prête à discuter Pourquoi avec les discuter? Palestiniens. Pourquoi Parce que c'est les la seule Palestiniens solution. veulent reprendre leurs terres, Jean-Paul. Mais c'est normal, c'est légitime. Mais on ne peut pas faire comme si les Palestiniens n'existaient pas. Comme si cette terre-là était vide et qu'elle n'appartient qu'aux Israéliens. Mais c'est ce que les ça, la Israéliens réalité. font. Mais oui. Et en chef de file, leur président, les gars qui Voilà. les représentent. Voilà. Donc, Isaac Rabin, tous ceux qui sont passés au pouvoir. D'accord. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est contraindre Israël à aller discuter. Or, jusqu'à présent, les alliés, justement, et c'est là la faiblesse des alliés américains, et c'est ce qui leur est reproché. C'est-à-dire que après la chute du mur de Berlin en 89, on a confié aux États-Unis la gestion si tu veux, de l'ordre mondial. Et c'est cet ordre mondial qui est remis en cause depuis 2022 véritablement, parce qu'on se rend compte que les États-Unis n'ont pas fait le job. Ils ont privilégié leurs propres intérêts et ceux de leurs alliés. Or, vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas régler les problèmes du monde uniquement sous le prisme de vos propres intérêts. Quand on parle d'État à État, ce n'est pas possible. Et donc, c'est ça la grande erreur. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ordre mondial qui était censé être garanti par les États-Unis est remis en cause. Il n'est même plus appliqué. On le voit au niveau de la tu vas CPI. loin. Moi, mon débat est posé à ce niveau. Mais c'est Pourquoi parce que- les gens veulent à Benjamin Mais c'est parce que il y a Netanyahou, ce alors qu'il ne fait que faire Non. ce que les gens veulent qu'il fasse Non, pour le bien d'Israël. Non, il fait ce qu'il fait parce qu'il pense que c'est la solution pour le bien d'Israël, comme tu dis. C'est un point de vue. Or, la démocratie voudrait que à chaque instant ou à un instant T, ceux qui sont au pouvoir soient le reflet de l'opinion majoritaire. Or, ce n'est absolument pas le cas. Si vous voyez, par exemple, la composition des partis qui constituent la coalition à la tête du gouvernement israélien, c'est une coalition de petits partis qui sont majoritairement extrémistes. Et comme, si tu veux, la représentation à la Knesset s'est faite à la proportionnelle, on a que toute une agglomération de petits partis-là arrive à avoir la majorité. Or, les opinions défendues, ou si tu veux, les valeurs, ou si tu veux, la vision de ces petits partis ne reflètent absolument pas la grande majorité des Israéliens qui sont pour la paix et qui sont pour discuter avec les autorités palestiniennes. Mais malheureusement, le jeu politique israélien voudrait que ce soit les petits partis qui tiennent l'Assemblée nationale, et ces petits partis ne veulent absolument pas entendre parler de la création d'un État palestinien. S'ils voulaient déloger Benjamin Netanyahou, il y a des procédures dans leur loi et constitution Mais qui permettent de le faire. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils agissent pour les intérêts de son peuple. Non, il ne faut pas oublier qu'Israël, c'est un État démocratique. Ils ont des règles, ils respectent le droit là-bas. Et c'est la raison pour laquelle Benjamin Netanyahou veut renforcer le pouvoir du Premier ministre en affaiblissant notamment l'autorité judiciaire. Il ne faut pas oublier qu'avant le 7 octobre, il y avait des milliers d'Israéliens qui défilaient en raison de la volonté du gouvernement israélien de modifier la Constitution pour diminuer les pouvoirs de la Cour suprême. Ce qui est quand même inacceptable. C'est un État la démocratie est garantie par des institutions judiciaires qui soient autonomes, libres, transparentes et tout ce que tu veux. Or, dès lors que tu affaiblis l'autorité judiciaire, tu affaiblis la démocratie. Et c'est à quoi on risquait d'aboutir s'il n'y avait pas eu les événements du 7 octobre. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. On va en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.